Éric abordera les aspects plus fiscaux de l'actualité ce soir. De mon côté, je vais vous parler essentiellement de l'actualité donc comptable, avec quelques thèmes forts, trois éléments qui vont impacter vos comptes immédiatement. J'espère que je parle assez fort. Ah, il y a eu erreur dans les... D'accord. Je veux le prix. C'est pas grave. Tout d'abord, un règlement qui donc est sorti au mois d'octobre avec une application à compter du 1er janvier 2018, donc ça va concerner nos clôtures, un règlement qui est venu complètement changer les règles concernant les changements de méthode comptable. Ensuite, on fera un focus sur la simplification qui a découlé de ce règlement sur la comptabilité des amortissements des fonds commerciaux et des certains actifs corporels pour les petites et moyennes entreprises. Évidemment, on va vous parler de la prime Macron, même si pour certains d'entre vous ou certaines des entreprises que vous assistez, c'est peut-être trop tard, mais néanmoins, c'est important de vous en donner un focus. On vous donnera également un retour sur le traitement comptable des jetons. Vous savez, les fameux jetons numériques, ce qu'on appelle les ICO, les bitcoins pour faire court, où la loi Pacte a proposé un certain nombre d'investissements possibles pour les investisseurs qui souhaitent investir dans les actifs numériques. Et derrière doit découler effectivement un traitement comptable de savoir comment on enregistre toutes ces opérations, toutes ces transactions sur les jetons numériques. Et enfin, on fera un focus sur le prélèvement à la source et l'impact potentiel que peuvent avoir les IFRS dans les comptes sociaux de nos entreprises. Et je ferai un focus aussi sur un certain nombre de réponses qu'on a pu traiter cette année de difficultés comptables. Alors, rentrons dans le vif du sujet, le règlement sur les changements de méthode. Pourquoi on voulait absolument vous parler de ce règlement? C'est parce que, bon, déjà, il est sorti tardivement, mais il est aussi la conséquence de plusieurs discussions et transpositions de directives comptables. Je m'explique. La directive comptable européenne, quand on en a déjà eu l'occasion d'en parler, a supprimé les conditions du changement de méthode autour de la situation exceptionnelle du commerçant. Vous avez tous appris, comme moi à l'époque, que le changement de méthode comptable était possible uniquement si on pouvait justifier d'un changement de situation du commerçant, autrement dit de l'entreprise ou de son environnement, qui avait comme conséquence un changement d'approche de méthode comptable. Cette condition sur le changement exceptionnel de situation, il a été supprimé par la directive comptable de Bruxelles, qui a été transposée en France, et du coup, l'autorité des normes comptables a dû trancher de savoir comment traiter les changements de méthode, quelles étaient les conditions ou pas à imposer à ces changements. Donc vous allez le voir, on a quand même ouvert la porte assez fortement vers les entreprises, ce qui veut dire que nous, en tant que professionnels du chiffre, que ce soit experts comptables ou commissaires aux comptes, il faut qu'on soit très attentifs à ces opportunités qu'on a pu donner par ce texte aux entreprises. Alors justement, puisque je parle d'opportunités, c'est le deuxième enjeu de ce texte, c'est qu'on a voulu aussi permettre aux entreprises d'avoir des retraitements simplifiés entre les comptes sociaux et les comptes consolidés. Autrement dit, éviter des retraitements sur des principes comptables qui pourraient être différents entre les deux jeux de comptes, les comptes sociaux et les comptes consolidés. Bref, rendre les choses plus harmonieuses entre les comptes sociaux et les comptes consolidés. Et enfin, le dernier enjeu que je vois, moi, c'est qu'on a donné un peu plus de précision qu'à l'époque sur la différence à faire entre le changement de méthode en tant que tel et le changement d'estimation. Vous savez, c'est toujours des notions un peu compliquées, que ce soit pour nos clients ou voire même nos collaborateurs. Cette différence d'analyse entre le changement de méthode et le changement d'estimation n'est pas forcément évident. Grâce à ce texte, on a un peu plus d'exemples et de clarifications sur cette distinction. Alors, la nouveauté porte déjà sur les méthodes comptables. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez bien en tête. Le texte a clarifié deux choses qui me paraissent essentielles. La première, il a considéré comme méthode comptable un nouveau règlement comptable en tant que tel. Je m'explique. On a surtout expliqué qu'un changement de réglementation comptable était un changement de méthode.
Ça, c'est quelque chose d'assez novateur. Et donc, on avait toujours un débat de savoir si c'en était un ou pas. Et la question a été de dire par l'ANC, ben oui, c'est effectivement un changement de méthode. Donc, ça a clarifié. Deuxième définition qu'on est venu donner dans les méthodes comptables, on est venu dire quelles étaient les méthodes comptables applicables pour une entreprise. Et l'ANC a clairement dit les méthodes explicites sont les méthodes qui viennent du texte du PCG. C'est ce qu'on appelle les méthodes donc explicites. On a explicité dans le texte qu'était une méthode comptable, un principe comptable. Mais on a aussi dit qu'une méthode comptable pouvait être implicite. C'est-à-dire une méthode qui finalement résulte de la pratique, qui n'est pas écrite comme telle, qui résulte essentiellement de la pratique de l'entreprise ou de son secteur d'activité, qui reste conforme quand même aux principes généraux du PCG, mais qui n'est pas forcément écrite, explicite. Et c'est là où je vous dis attention, parce qu'on est en train de dire avec ça qu'on peut changer de méthode si le secteur applique une méthode qui n'est pas forcément celle appliquée par notre entreprise, par son management. Donc, le fait de dire qu'une méthode implicite qui résulte de la pratique est une méthode comptable, ça ouvre quelque part, à mon sens, la porte aux possibilités pour les entreprises de changer de méthode parce qu'elles appliquent une méthode différente de celle du secteur. Donc ça, c'est extrêmement novateur, c'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus. Si le secteur fait autrement, l'entreprise peut être tentée d'appliquer la méthode du secteur. Alors après, on va voir après les conditions, mais le postulat est quand même donné ici en affichant clairement ce qu'est une méthode comptable entre une méthode explicite et une méthode implicite. Et enfin, troisième point sur lequel je voulais revenir, le règlement est venu supprimer les méthodes préférentielles. Les méthodes préférentielles n'existent plus. On a remplacé cette notion de méthode préférentielle par des méthodes dites de référence. Alors, ça revient finalement, je vois certains d'entre vous qui sourient, ça revient finalement à la même chose sur le plan conceptuel, mais ça ne s'appelle plus de la même manière. En revanche, on a drôlement réduit le nombre de méthodes dites de référence, puisqu'aujourd'hui, il n'en existe que 4, contrairement à ce qu'on avait avant. On avait 11 méthodes préférentielles. Maintenant, on va parler de méthodes de référence, c'est-à-dire des méthodes sur lesquelles les entreprises vont pouvoir se baser pour changer de méthode ou appliquer un principe comptable sans devoir le justifier forcément. À partir du moment où c'est de référence, on considère qu'il n'y a pas besoin de démonstration à expliquer que cette méthode comptable apporte la meilleure information financière puisqu'elle est dite de référence. Alors, qu'est-ce qu'on a comme méthode de référence ? Vous les voyez à l'écran. On retrouve le provisionnement des indemnités de départ à la retraite, des engagements de départ à la retraite, qui reste une méthode de référence. On retrouve l'activation obligatoire des frais de développement, qui existait déjà. On retrouve aussi la comptabilisation en charge systématiquement des frais de constitution ou des frais de premier établissement. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on est venu rajouter dans les méthodes de référence l'activation des coûts d'acquisition d'un actif, des frais d'acquisition d'un actif qu'on a considéré comme activables. Et ça, c'est novateur. Donc, ça nous fait nos fameuses 4 méthodes de référence. Alors, ça veut dire que les autres méthodes qu'on avait l'habitude de trouver dans les méthodes préférentielles ne sont plus des méthodes de référence. Elles restent des méthodes explicites, comme je vous le disais, c'est-à-dire définies par le plan comptable. Et on va retrouver là-dedans tout le traitement des contrats à long terme. Vous savez que le choix de traiter soit à l'avancement, soit à l'achèvement un contrat à long terme. On va retrouver les frais d'augmentation de capital qui peuvent être inscrits en capitaux propres. Et on aura également les frais d'émission d'emprunt qu'on étale sur la durée de l'emprunt ou les subventions d'investissement que vous pouvez reprendre au fur et à mesure de l'amortissement de vos investissements, de vos immobilisations. Voilà, donc un nouveau concept quand même fort, un affichage clair de ce qu'est une méthode comptable avec la méthode implicite. Je vous assure vraiment que c'est important cette notion parce qu'on a vu dans les débats qu'il y a eu récemment sur la possibilité de transposer IFRS 9 dans les comptes sociaux des banques, tout un débat de savoir si finalement ça pouvait passer malgré tout en raison du caractère implicite que pouvaient avoir certains organismes d'appliquer telle et telle méthode par rapport au secteur. Et je trouve que par moment, on va un peu loin dans la démarche. C'est pour ça que je souhaitais insister là-dessus ce soir pour que vous, professionnels, vous soyez vigilants sur cette notion si les entreprises veulent aller vers cette notion. Alors, quelles sont les conditions du changement de méthode ?
D'abord, première condition, il faut que le changement de méthode corresponde déjà à un changement de réglementation comptable. C'est ce que je vous disais, là il s'impose à l'entité, donc il n'y a pas photo, il n'y a pas de condition plus que ça. À partir du moment où le règlement est là, l'entreprise doit l'appliquer et elle le traite comme un changement de méthode. Deuxième condition, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci si le changement de méthode est effectué à l'initiative de l'entité? Et c'est là où je vous dis, attention, il va falloir faire l'analyse, déjà vérifier qu'on a bien un choix de méthode, parce que sinon ça ne sert à rien de changer si on n'a pas de choix, s'il n'y a pas deux possibilités offertes à l'entreprise. Et surtout, et ça c'est très important et c'est très clairement affirmé dans le texte, il faut que ce changement conduise à une meilleure information financière. Et là, c'est là où nous, professionnels, on a intérêt à être vigilants, puisque cette démonstration doit être faite par l'entreprise. Il faut que l'entreprise démontre au lecteur des états financiers que le fait d'avoir changé de méthode a conduit effectivement à donner une meilleure information. Et là, il y a du travail, parce que c'est du jugement pur pour l'entreprise de devoir apporter cette démonstration. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous appliquez une méthode de référence, il n'y a pas besoin de raconter sa vie, c'est de référence, donc par définition, ça s'applique sans démonstration aucune. En revanche, si vous allez vers des méthodes implicites appliquées par le secteur, là, le challenge est beaucoup plus fort parce qu'il va falloir démontrer que ce que fait le secteur est pertinent pour votre entreprise et démontre finalement une meilleure information financière à l'égard des tiers. Ça veut dire un jugement fort avec une responsabilité du management, ça c'est clair, mais aussi de l'expert comptable et aussi du commissaire aux comptes. C'est-à-dire que là, on embarque tout le monde dans la démonstration et il y a de temps en temps un peu de difficulté à écrire tout cela dans l'annexe des comptes annuels. Donc, pourquoi c'est un challenge? Parce que finalement, vous l'avez compris, avec ce texte, on a quelque part offert la possibilité aux entreprises de changer plus fréquemment de méthode. Vous voyez, on a quand même ouvert le sujet. Alors, je pousse un peu exprès l'analyse, mais quelque part, on a quand même donné une sacrée opportunité aux entreprises de changer plus fréquemment de méthode. Et donc, c'est à nous d'être vigilants pour s'assurer qu'elles sont allées jusqu'au bout de la démarche et qu'elles ont surtout démontré que ces changements conduisent à effectivement une meilleure information. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui sur ces sujets? D'abord, à partir du moment où l'entreprise va changer de méthode et qu'elle applique une méthode de référence, c'est irréversible. C'est normal. C'est dit de référence, c'est censé être la meilleure, donc on ne va pas revenir sur ce qui est considéré comme le meilleur. C'est de référence, c'est de facto irréversible. De la même manière, on va interdire aux entreprises de changer de méthode trop souvent à partir du moment où elle a affiché que la méthode qu'elle retenait conduisait à la meilleure information financière. Même si ce n'est pas de référence et que ça conduit à une meilleure information financière, on voit mal comment l'entreprise pourrait revenir en arrière puisque c'est censé donner la meilleure information. Donc par définition, c'est irréversible aussi. Mais l'ANC a considéré qu'on pouvait avoir des cas exceptionnels si l'environnement de l'entreprise, le secteur, son business model, bref, son environnement économique a changé de façon telle que garder la méthode telle qu'elle était appliquée n'est plus pertinent et donc il faut rechanger à nouveau. Ça, c'est des cas extrêmement rares. Ça veut dire qu'il faudra effectivement faire l'analyse de savoir si effectivement, dans les faits, l'environnement économique, la situation économique de l'entreprise, son business model, etc., a effectivement changé pour conduire à une nouvelle information financière. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup de jugement. À partir du moment où c'est irréversible, si l'entreprise revient en arrière, c'est quand même assez compliqué à le justifier. Il faut quand même travailler l'explication de texte fortement sur l'environnement de l'entreprise, sa situation, son business model ou son environnement économique. Autrement dit, si rien n'a changé, pas de changement dans l'environnement économique, pas de changement dans le business model, la méthode qu'elle a appliquée est censée conduire à la meilleure information et n'a pas besoin d'être de nouveau modifiée. Alors, le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est que l'ANC est venue ici supprimer tous les changements de méthode possibles à l'époque au titre des options fiscales. C'est terminé. On n'a plus la possibilité de changer de méthode pour des raisons purement fiscales. La seule option qui est aujourd'hui permise, qui reste permise, ce sont les amortissements dérogatoires.
où le règlement permet aux entreprises de pratiquer des amortissements dérogatoires pour bénéficier d'une option fiscale plus forte d'amortissement rapide de certaines immobilisations. Alors, vous le voyez, tout dépend aujourd'hui de la capacité de l'entreprise à démontrer que son changement de méthode qu'elle va appliquer conduit à une meilleure information financière. Ça, c'est extrêmement fort dans le règlement et c'est le côté vraiment novateur de ce texte. Il faut le démontrer. Alors, l'ANC n'a pas été finalement trop dur dans sa prescription vis-à-vis des entreprises, puisqu'il a donné des exemples de circonstances dans lesquelles la démonstration pouvait être facilement faite par l'entreprise. Alors, elle a donné quelques exemples que je vais... Bon, il y en a beaucoup, on ne va pas les reprendre ce soir. L'idée est de vous en faire un focus sur un certain nombre d'entre eux seulement. La première, c'est que l'ANC a dit, dès lors que vous avez une méthode de référence, c'est clair, il n'y a pas de démonstration à appliquer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé d'entrer dans le détail. En revanche, elle a donné des exemples sur les pratiques du secteur, en disant, effectivement, si le secteur d'activité a des pratiques qui divergent de la pratique de l'entreprise, et que ces pratiques du secteur sont conformes aux principes généraux du PCG, il n'y a pas de difficulté pour que l'entreprise explique ce qu'elle fait et change de méthode comptable, de principe comptable par rapport à ce que peut être fait sur les secteurs pour être comparable avec ce secteur. Parce que l'objectif, il est quand même là. Il est d'appliquer des principes de façon à permettre une comparaison des performances au regard du secteur. Donc ça, c'est quelque chose qui a été considéré comme admissible par l'ANC en donnant effectivement des exemples de changements de pratiques de secteur. Troisième exemple qu'elle a donné également, c'est la prise en compte du modèle économique. Donc là, la prise en compte du modèle économique de l'entreprise, de son outil de gestion pour mesurer une performance, etc., peut servir de base pour justifier un changement de méthode. Donc vous voyez, là encore, on a ouvert la porte fortement aux entreprises, mais encore une fois, c'est du jugement fort de la part de la direction, du management, mais aussi de nous, professionnels comptables, pour s'assurer que ces changements sont justifiés. Et enfin, elle a donné toute une batterie d'exemples d'harmonisation, c'est ce que je disais tout à l'heure en préalable. Pourquoi ce règlement ? Harmoniser facilement les comptes entre les comptes sociaux et les comptes consolidés pour simplifier le nombre de retraitements entre les deux jeux de comptes, les comptes individuels et les comptes consolidés. Là encore, on a voulu simplifier la situation pour les entreprises pour réduire au maximum les divergences qui peuvent exister entre les comptes sociaux et les comptes consolidés. Et l'ANC, dans sa note de présentation du règlement, a proposé un certain nombre d'exemples visant à réduire justement ces divergences et harmoniser au maximum les deux jeux de comptes. Voilà, donc vous voyez quand même un contexte un peu différent, très ouvert à la main des entreprises et qui, si nos clients vont jusqu'au bout de ce dispositif, peut entraîner un véritable challenge pour nous professionnels, puisque vous allez voir après, il va falloir les traiter comptablement, tous ces changements, et là aussi il y a eu un peu de novation. Alors, comment comptabiliser donc les effets d'un changement de méthode ? Déjà, premier rappel qu'on connaît tous, un changement de méthode, et c'est pour ça que c'est important de bien faire le distinguo entre changement de méthode et changement d'estimation, un changement de méthode est nécessairement rétrospectif. C'est obligatoirement rétrospectif. Vous devez refaire les calculs comme si la méthode comptable avait été appliquée depuis le début, comme cela. Ça veut dire qu'il va falloir évaluer l'impact de ce changement sur l'ouverture de l'exercice au 1er janvier 2018 et d'imputer sur le compte report à nouveau l'effet du changement de méthode au 1er janvier 2018. Alors attention, cet impact, il est fait net d'impôt. Alors on va y revenir tout à l'heure sur comment on traite l'impôt sur ce calcul, mais il est net d'impôt et l'ANC a précisé comment on allait calculer l'impôt. On va y venir tout de suite. Mais attention, si l'effet est défavorable, certaines entreprises, pour pouvoir déduire fiscalement cet effet, vont avoir la tentation forte de le passer en charge, puisque vous savez que l'administration fiscale n'accepte pas des corrections qui touchent l'actif net fiscal à l'ouverture, d'emblée. C'est-à-dire qu'elle n'accepte pas la déduction
d'une réduction de valeur de l'actif net à l'ouverture. Elle ne l'accepte que dans le cas où vous comptabilisez cette correction dans le résultat. Ça veut dire que si demain vous avez un changement de méthode défavorable, si vous voulez le déduire fiscalement, la seule possibilité que vous avez pour le faire, pour le déduire fiscalement, c'est de le comptabiliser en charge dans le résultat. Si c'est un profit, en général, il n'y a pas de problème. L'administration, de toute façon, le taxera, donc il n'y a pas de débat. Mais en revanche, si c'est un impact défavorable, vous n'avez pas d'alternative, il faut passer en résultat. Et là, l'ANC a été claire pour les entreprises, elle a indiqué la place dans le compte de résultat de ce changement de méthode. Elle a indiqué que ce changement devait être enregistré en charge dans le résultat non courant. Alors, elle n'a pas dit où c'était. Bon, elle a dit simplement que c'était pas dans le résultat courant. Donc en gros, pour être pragmatique, c'est le résultat exceptionnel, vous l'avez tous compris. C'est bien de l'avoir affirmé, c'est clairement du non courant, mais a priori de l'exceptionnel, même si on ne l'a pas dit dans le règlement. Alors, ça peut être en exceptionnel ou sur une ligne à part. En général, en pratique, on va retrouver ça dans une ligne séparée du compte de résultat. Alors, je le disais tout à l'heure, l'ANC a précisé le calcul de l'impôt, parce qu'on dit toujours c'est net d'impôt. Je vous rappelle que dans la démarche de la correction, enfin du changement de méthode, on est dans une approche d'impôt exigible. Rares sont les entreprises qui calculent de l'impôt différé dans leurs comptes sociaux. On est plutôt en présence d'un impôt exigible. Autrement dit, il va falloir calculer l'impôt précisément, c'est-à-dire qu'il va falloir faire finalement un calcul un peu scientifique, calculer le résultat tel qu'il ressort après le changement de méthode, et comparer ce résultat avec le même résultat avant changement de méthode. Et vous allez calculer l'impôt sur les deux résultats, et c'est l'écart d'impôt entre les deux que vous allez prendre en considération pour comptabiliser l'effet du changement de méthode net d'impôt, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais attention, si l'entreprise a des déficits fiscaux, il faudra en tenir compte dans le calcul, avant et après, et c'est le delta entre les deux que vous allez prendre en considération dans la comptabilisation de l'impact net du changement. Donc vous voyez, c'est bien d'avoir écrit pour l'ANC parce que ça permet de fluidifier quand même un peu le traitement, mais on a souvent tendance à oublier le calcul de l'impôt exigible en utilisant les déficits reportables. Là, l'ANC a été claire en disant prenez bien en considération l'ensemble de la base fiscale pour pouvoir calculer l'impact de l'impôt à prendre en considération sur le changement de méthode. Alors, elle a donné toute une batterie d'exemples. Je vous invite à les relire, si vous le souhaitez, dans la note de présentation. Mais ça a été effectivement bien précisé par l'ANC. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail. Donc, comme je le disais en préalable, l'ANC, donc voilà, ça c'était pour la partie changement de méthode. L'ANC a également redéfini ce qu'était un changement d'estimation dans ses textes. Elle a également donné des exemples d'estimation, donc ça c'est bien aussi pour nous et pour nos collaborateurs et clients de bien faire le distinguo entre un changement de méthode et un changement d'estimation. Et elle a également précisé les modalités du changement d'estimation dans le compte de résultat, sachant que je vous rappelle, un changement d'estimation est obligatoirement prospectif, mais là attention, il ne se calcule plus avec l'impôt, il est brut en tant que tel, et il figure là aussi dans un élément hors du résultat courant, hors du résultat courant, dans le poste attaché à l'estimation. C'est le montant brut que vous allez comptabiliser directement dans le poste concerné par le changement d'estimation que vous allez faire de façon prospective. Pareil, alors sur les corrections d'erreurs, eh bien là aussi, nouveau traitement, puisque on a expliqué aux entreprises que le calcul devait se faire brut d'impôt, et là encore, s'agissant d'une correction d'erreur, l'impact sera comptabilisé dans le compte de résultat, c'est encore quelque chose de prospectif, mais cette fois-ci, l'ANC est venue préciser, comme pour tout à l'heure sur l'impact du changement de méthode qui devrait pouvoir passer en résultat, elle a précisé que la place de cette correction d'erreur sera dans la rubrique hors du résultat courant,
soit sur une ligne séparée, soit en résultat exceptionnel. Mais cette fois-ci, pour son montant brut, on ne tient bien sûr pas compte de l'impôt sur cette correction. Voilà. Alors après, l'ANC a évidemment précisé toutes les informations nécessaires à mettre dans l'annexe. Il y en a quand même pas mal. Vous l'avez compris tout à l'heure, sur les changements de méthode comptable à partir du moment où vous retenez une méthode plutôt implicite ou une méthode explicite qui conduit à un véritable changement en raison justement d'une pratique de secteur qui est peut-être différente, il faut faire la démonstration de l'intérêt, de la pertinence de ce changement pour améliorer l'information financière. Cette démonstration doit être évidemment faite dans l'annexe de façon plus fournie. Et donc, un détail assez fort sur les notes annexes, avec une réorganisation de l'information à fournir, mais on ne va pas passer du temps là-dessus. Vous les retrouverez de façon très détaillée dans la note de présentation qui a été faite par l'ANC sur ce règlement. Alors, donc, vous l'avez compris quand même, un certain nombre de modifications substantielles sur les changements de méthode. D'abord, on est venu supprimer complètement la notion de changement exceptionnel de situation du commerçant. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus. Il faut retravailler la démarche faite par les entreprises qui vont venir changer de méthode avec une présence de méthode implicite, nouveau. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On est venu supprimer les méthodes préférentielles, on est venu les remplacer par des méthodes de référence, et puis on est allé présenter les corrections d'erreurs pour leur montant brut sur une ligne du résultat non courant spécifique ou en résultat exceptionnel. Ça, c'est quelque chose de tout à fait novateur. Jusqu'à présent, on n'avait pas de précision dans les textes. Là, c'est clair. Ça doit être comptabilisé dans une ligne à part du compte de résultat. Alors, attention, ce texte sur les changements de méthode ne concerne aujourd'hui que les comptes sociaux. L'ANC n'est pas allé jusqu'à le transposer complètement dans le règlement sur les comptes consolidés, le règlement 9902. C'est en cours, mais à date, ce n'est pas encore parallèle. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous expliquer sur les changements d'estimation, les changements de méthode, les corrections d'erreurs, ne s'applique à ce jour que sur les comptes annuels, pas encore sur les comptes consolidés. Je dis pas encore parce que l'ANC est en train de retravailler son règlement 9902 sur les comptes consolidés et qui devrait, ce retravail, intégrer les changements que je viens d'évoquer. Ce qui veut dire qu'en pratique, vous pouvez encore avoir une divergence entre des méthodes préférentielles qui sont appliquées dans les comptes consolidés et qui vont devoir continuer à s'appliquer, et des méthodes qui ne sont pas forcément préférentielles dans les comptes annuels. On a eu le cas à traiter à la commission des études comptables sur le sujet des contrats à long terme, où le professionnel voulait savoir si on pouvait avoir une divergence de pratique entre la méthode préférentielle, qui est la méthode à l'avancement dans les comptes consolidés, et une méthode à l'achèvement, qui serait finalement plus sectorielle pour l'entreprise dans ses comptes annuels. Et on a répondu qu'à date, c'était encore possible d'avoir une divergence de traitement, même si, dans le long terme, la méthode à l'avancement ou à l'achèvement devrait être parallèle dans les deux jeux de compte. Donc attention, on a un petit laps de temps encore où on devrait avoir peut-être une petite divergence entre les deux, sachant que les méthodes préférentielles restent en vigueur sur les comptes 9902 encore pour 2018, voire 2019. Tout dépend de la publication que prendra le 9902 modifié par l'ANC. Alors, je voulais quand même faire très rapidement, parce que je vois l'heure qui tourne, un focus sur les changements de méthode liés à des problématiques sur des fonds commerciaux et des actifs avec leur valeur d'usage. Pourquoi j'en parle, c'est qu'on avait des questions qui arrivaient, moi je crois que c'était dans cette salle d'ailleurs, que la question avait été posée l'année dernière, de savoir qu'est-ce qui se passe pour les entreprises qui amortissent donc leurs fonds commerciaux ou leurs immobilisations corporelles en appliquant des durées fixées par simplification. Je vous rappelle que le règlement sur les actifs avait préconisé à l'époque pour les entreprises de taille modeste de retenir les durées d'usage pour leurs immobilisations.
autrement dit retenir les durées fiscales par simplification. De la même manière, quand on a transposé les dispositions sur l'amortissement des fonds commerciaux, on avait permis également aux petites et moyennes entreprises d'amortir leurs fonds commerciaux de façon forfaitaire sur 10 ans pour éviter qu'elles aient à faire des études d'évaluation systématiques de leurs fonds commerciaux chaque année. Et donc la question qui s'était posée, sachant que je vous rappelle que ces entreprises, vous connaissez par cœur la définition maintenant d'une petite entreprise, c'est une entreprise qui fait moins de 8 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de total bilan et 50 salariés. Pour ces entreprises-là, on leur avait dit, par simplification, vous pouvez amortir vos fonds commerciaux sur 10 ans et vous pouvez retenir des durées d'usage pour des immobilisations corporelles pour faciliter la présentation du résultat fiscal. La question qui se posait, c'est qu'est-ce qui se passe le jour où ces entreprises deviennent plus grosses? Est-ce qu'elles arrêtent tout et elles changent complètement d'approche? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'ANC a profité de ce texte pour confirmer l'analyse et le traitement et de dire que finalement, ce qui compte, c'est de savoir comment étaient traités les fonds commerciaux et les actifs. Si l'actif corporel et le fonds commercial existaient dans les comptes de l'entreprise au moment où elle était petite, ils peuvent, ces actifs, continuer à être amortis sur les durées forfaitaires de 10 ans pour les fonds commerciaux et les durées d'usage pour les IMO corporels dans la mesure où elles existaient dans les comptes avant que l'entreprise grossisse. En revanche, les fonds commerciaux qui seraient acquis ou les immobilisations corporelles qui seraient acquis après être devenus gros, celles-là doivent appliquer les règles générales, c'est-à-dire durée d'utilité pour les actifs corporels et amortissement sur la durée de vie estimée du fonds commercial ou pas d'amortissement et donc évaluation systématique du fonds à la clôture. Mais encore une fois, ça ne concerne que les actifs nouvellement acquis à partir du moment où vous êtes devenu beaucoup plus gros qu'une petite entreprise de 8, 4 et 50. Donc on est venu confirmer cette pratique, ce qui est une bonne chose parce qu'il y avait de grosses interrogations de savoir si les pratiques passées du temps où on était de taille petite pouvaient être ou non reconduites. L'ANC a confirmé que c'était possible. Alors, un mot très rapidement de la prime Macron, parce que je regrette qu'on n'ait pas pu publier une position de doctrine comptable commune sur le sujet. Il y a eu quelques débats. Puisqu'il y a eu de gros débats au sein de la commission des études comptables que j'ai le plaisir de présider depuis quelques années, sur la reconnaissance et le fait générateur de ce genre de prime. De toute façon, ce débat-là, on l'a systématiquement quand on rentre un peu plus dans le détail des textes et surtout sur le côté conceptuel de ces textes. Le problème qui se posait pour nous, c'était de savoir à quel moment comptabiliser cette prime Macron, sachant que le processus de décision de l'entreprise est complètement différent selon les cas devant lesquels on se trouve. Alors, le principe, ça a été de dire, dès lors que vous avez un accord d'entreprise ou une décision unilatérale de l'employeur, qui est prise et conclue définitivement au 31 décembre, il n'y a pas photo, il y a provision à comptabiliser, enfin provision, charge à payer à comptabiliser, parce qu'a priori, quand tout est ficelé, on connaît le montant, donc il n'y a pas de débat de reconnaître une charge à payer. C'est vrai que dans ces cas-là, une provision pour charge n'aurait pas vraiment de sens, puisqu'à priori, on serait à peu près sûr des montants. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est, vous savez que le texte, pour pouvoir défiscaliser et désocialiser cette prime, permet aux employeurs, s'il n'y a pas d'accord, d'établir cette déclaration unilatérale du 11 décembre jusqu'au 31 mars. Ça veut dire que si demain, la décision finalement de l'employeur est annoncée tardivement aux salariés, c'est-à-dire après le 31 décembre, est-ce que je la comptabilise quand même au 31 décembre ? Et c'est là où on a un débat, nous, aujourd'hui, à la Commission, c'est de savoir s'il y a une nécessité d'annoncer cette prime aux salariés pour comptabiliser ou pas le passif au 31 décembre 2018. Le fait de l'avoir décidé tout seul dans son coin et pas forcément annoncé ne suffirait pas forcément
à pouvoir justifier la comptabilisation d'un passif à la clôture. Et c'est pour ça que j'ai mis un gros point d'interrogation à compter de annoncer, puisque le débat existe aujourd'hui là-dessus. Est-ce qu'on est comme finalement dans un plan de restructuration qui doit être absolument chiffré et annoncé, communiqué avec toute la publicité qui va avec, officiellement avant la clôture pour pouvoir comptabiliser le passif au 31 décembre, ou au contraire, est-ce que le fait de s'être engagé avec un montant plutôt global, sans avoir annoncé effectivement à chaque salarié le montant qu'il va pouvoir attendre de cette prime, est-ce que ça suffit ou pas? Vous voyez, on a un débat aujourd'hui là-dessus. Alors c'est clair que si l'accord d'entreprise a été entièrement ficelé, il n'y a pas de débat. La décision unilatérale de l'employeur, c'est plus compliqué parce que vous le savez, l'employeur doit faire une lettre individuelle au salarié pour qu'il ait connaissance de ce montant. Et donc, ce que nous disons, nous, aujourd'hui, en tant que professionnels, pour créer une véritable attente légitime du salarié, il faut qu'il ait conscience du montant auquel il a le droit pour pouvoir comptabiliser éventuellement ce passif. Donc, grosse réflexion. On n'a pas tranché aujourd'hui, donc c'est vraiment du cas par cas. Bon, après, c'est à vous de voir comment la négociation a été engagée auprès des instances représentatives du personnel. Mais en tout cas, soyez bien vigilants sur cette communication. C'est sûr que si la communication est faite avant l'arrêté des comptes, c'est plus justifié de l'avoir comptabilisée au 31 décembre. Si elle est faite après, on a plus de mal à considérer que c'est une charge 2018. De toute façon, il est nécessaire de faire une analyse au cas par cas. Alors, je vais passer assez rapidement aussi sur les jetons proposés par la loi Pacte. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, on a un dispositif qui a été mis en place par la loi Pacte qui permet aux investisseurs qui veulent investir dans les actifs numériques de pouvoir donc émettre des jetons qu'on appelle Bitcoin. Et le problème qu'avait eu l'autorité des normes comptables, c'était de savoir comment comptabiliser cette émission au niveau des comptes annuels des entreprises. Alors, déjà, l'ANC a donc sorti un règlement qui est sorti au mois de novembre, je crois, qui a été publié et qui a défini ce qu'était donc un jeton, ce qu'on appelle aujourd'hui un jeton en français, et a préconisé donc un traitement comptable selon que vous soyez émetteur ou utilisateur. Alors, je vais retrouver mes notes, voilà. La difficulté en fait qui se pose aujourd'hui, c'est que les investisseurs vont faire des levées de fonds pour comptabiliser tous ces projets. Avec donc différentes possibilités, soit des jetons financiers, des jetons qui sont d'utilité, c'est-à-dire permettre aux bénéficiaires d'avoir derrière des prestations de services, ou au contraire, utiliser ça comme des instruments de paiement purs et simples. Donc, ce qu'a dit, pour faire court, le texte de l'ANC, c'est de dire tout dépend de l'analyse que vous faites des droits et des obligations attachés à l'émission de chaque jeton. Qu'est-ce que vous avez finalement promis aux détenteurs demain comme utilisation de ces jetons? Soit vous avez considéré que c'était un instrument financier pur et simple, et dans ce cas-là, les sommes que vous allez comptabiliser en tant qu'émetteur vont être comptabilisées en dette. Soit au contraire, vous avez fait la promesse d'attacher un service à côté de cette émission de jetons, et dans ce cas-là, on considère que c'est un produit constaté d'avance, puisque finalement, ça va rémunérer un service, mais plus tard, dès lors que le service sera réalisé, et en regard du jeton, eh bien, on comptabilisera un chiffre d'affaires. Donc, le fait de l'avoir financé d'avance, ça revient finalement à comptabiliser un produit constaté d'avance. Ou au contraire, l'émetteur n'a aucune obligation, et c'est une opération purement profitable qu'il fait dans cette transaction. Et dans ce contexte, il comptabilise un produit. Donc, vous voyez, on est quand même dans 3 cas possibles de traitement de cette émission. Je vous invite vraiment à analyser le contrat d'émission établi par l'entreprise si vous avez des clients qui interviennent dans la monnaie virtuelle. C'est très important de bien faire l'analyse des droits et des obligations, et au regard de cette analyse, de choisir le traitement comptable qui est adéquat au regard des définitions données par l'ANC. Et enfin, chez le détenteur, là aussi pareil, analyse de la situation. Soit il se retrouve
en présence d'un jeton qui est purement un actif financier pour lui, avec l'intention d'utiliser éventuellement des services. Dans ce cas-là, eh bien, il va le traiter comme une immobilisation incorporelle, parce que ça va être utilisé afin de développer des services, ou alors c'est complètement financier comme transaction. Et dans ce cas, l'ANC a créé un compte qui s'appelle jeton détenu dans la rubrique 52 du PCG pour bien comptabiliser la détention du cash ainsi obtenu, des jetons ainsi obtenus. Alors vous savez qu'aujourd'hui, Bercy est en train de bloquer la possibilité pour ces émetteurs et détenteurs d'ouvrir des comptes bancaires. Vous avez entendu parler de ça, je ne sais pas si vous avez des clients qui travaillent dans le secteur. Aujourd'hui, Bercy est un peu frileux sur l'idée d'avoir des comptes bancaires ouverts par ces opérateurs s'agissant de monnaie virtuelle. Donc les ambitions lancées par Pacte risquent d'être un peu chahutées pendant un certain temps pour certains opérateurs de ces actifs numériques. Alors, prélèvement à la source, je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. Vous avez déjà vos clients qui ont eu à traiter ces prélèvements. Juste pour vous dire que l'ANC a sorti un règlement au mois de septembre-octobre pour pouvoir donner les écritures comptables de paye, en fait, à passer, hein. Donc on a été gentil. Il a ouvert un compte dédié sur ces prélèvements. Malheureusement, l'ANC n'a pas... Pour ça, je dis on a été gentil, parce que l'ANC n'a malheureusement pas donné le schéma comptable de la paye à comptabiliser chaque mois par l'entreprise avec ces problématiques de retenue à la source. Il a créé donc un compte spécifique, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de la communication des écritures comptables. Donc je vais quand même décider de vous le mettre en primeur avec Eric, de le mettre en annexe pour aider les entreprises à passer une écriture de paye qui se mérite, qu'on a souvent l'habitude d'oublier par ailleurs. Bien, alors, autre sujet sur lequel je voulais revenir, l'impact potentiel des normes IFRS 15 et 9 dans les comptes sociaux. Alors, je vous en parle parce qu'on a eu quand même à la commission des études comptables pas mal d'agitation sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup d'entreprises qui produisent des comptes IFRS, pas forcément cotés, hein, qui peuvent aussi avoir pris l'option de présenter des comptes consolidés en normes IFRS. Vous savez que c'est une option qui est permise aujourd'hui en France de présenter des comptes consolidés en normes IFRS, notamment certaines entreprises d'Alternext, qui ne sont pas cotées sur un marché réglementé, peuvent publier des comptes IFRS pour pouvoir se comparer avec leurs concurrents, notamment au sein d'un même secteur. Donc, il est clair que pour ces entreprises, elles n'ont pas envie de se prendre la tête à avoir un chiffre d'affaires qui va être différent de celui qu'elles vont comptabiliser dans les comptes sociaux et sur l'alias fiscal. Donc, une volonté très forte d'appliquer finalement les mêmes règles des deux côtés. Et la question a été donc posée à notre commission de savoir si on pouvait de facto changer de méthode dans les comptes sociaux de façon systématique. À partir du moment où IFRS 15 a quand même changé pas mal, notamment sur les contrats à long terme, les règles de reconnaissance du chiffre d'affaires, certaines entreprises ont considéré que de facto, il y avait un changement de méthode dans les comptes sociaux. Eh bien, nous, on a attiré l'attention quand même des entreprises en disant non, ce n'est pas systématique. C'est pas parce que vous avez changé de méthode dans les comptes consolidés qu'un changement de méthode serait justifié dans les comptes sociaux des entreprises du groupe. Il faut faire une analyse au regard du nouveau règlement sur les changements de méthode que je viens de vous résumer, qui est quand même, vous l'avez vu, assez ouvert, hein, mais il faut quand même faire l'analyse. Et il faut faire l'analyse du contexte, du contrat, et de voir si finalement, au regard de cette opportunité que vous avez eue de revoir les choses sous un nouvel angle, au regard des prismes IFRS 15, est-ce que finalement, ça ne conduit pas pour l'entreprise à donner une meilleure information dans ses comptes annuels? Et dans ce cas-là, si on arrive à démontrer que ça conduit à une meilleure information, le changement est justifié. Mais ce n'est pas systématique. Il faut quand même faire une analyse, et on a eu, nous, à se positionner sur le sujet au travers de plusieurs réponses, dont on a mis ici les références, sur des contrats à long terme qui pouvaient être effectivement retraités dans les comptes sociaux avec une révision des modalités d'évaluation de l'avancement,
ou la prise en compte, par exemple, dans les VFA, du terrain dans la reconnaissance de l'avancement. Vous savez que dans les contrats VFA, en IFRS, dès lors que vous avez livré le terrain, vous devez prendre en compte cette livraison du terrain tout de suite dans la mesure de l'avancement. En norme française, c'est pas aussi évident que ça. Il faut faire l'analyse, mais on l'a pas interdit. Certaines sociétés le font, d'autres le font pas, mais on l'a pas interdit en tant que tel. Et je vous invite à revoir nos réponses sur le sujet. Donc tout ça pour vous dire que cette application systématique du changement de méthode dans les comptes sociaux ne peut pas se faire systématiquement. Il faut regarder la situation. Il est évident que ça a des conséquences fiscales. Vous avez des groupes comme Safran qui ont voulu avoir un parallèle complet entre les comptes sociaux et les comptes consolidés. Quand il a fallu qu'ils rattrapent du chiffre d'affaires en IFRS et qu'il a fallu mettre dans les comptes sociaux un gros profit de rattrapage de chiffre d'affaires, c'est évident que fiscalement, il y a eu un incident, une incidence. Ils sont allés voir l'administration pour demander si l'incidence pouvait être étalée dans le temps. Bon, ben c'est clair, l'administration a refusé. Donc, du coup, le groupe a décidé de garder des écarts de gap entre les comptes sociaux et les comptes consolidés parce que fiscalement, l'administration n'avait pas proposé d'alternative dans le traitement fiscal. Vous augmentez votre résultat, vous le taxez immédiatement. Alors, ça, c'est pour le IFRS 15. Pour IFRS 9, eh bien, on a eu aussi le même sujet. Je vous parlais tout à l'heure des banques. Vous savez que l'ANC a travaillé pendant 2 ans et demi sur un règlement visant à permettre aux banques d'appliquer les mêmes règles de reconnaissance du risque de crédit dans leurs comptes sociaux que celles applicables par IFRS 9 dans les comptes consolidés. Ce règlement était presque abouti jusqu'au jour où le Trésor est revenu un petit peu sur sa copie, puisqu'on, pour des raisons notamment fiscales, on avait des traitements qui pouvaient être contestés par l'administration, et puis les banques, très honnêtement, n'étaient pas forcément trop d'accord entre elles pour révolutionner leur position de place. Bref, avec un règlement, on pouvait agiter un peu trop le chiffon rouge, tant du côté des corrections à apporter dans les comptes sociaux que du côté fiscal. Et le Trésor a finalement averti l'ANC en disant que dans ce contexte d'agitation, il était probable qu'il n'homologue pas le règlement qui était en train d'être abouti à l'ANC. Bon, c'est une première d'arriver à cette situation, ce qui fait que le texte n'est pas sorti et on se retrouve aujourd'hui avec des pratiques qui peuvent être très différentes selon les banques. Certaines vont considérer que implicitement, c'est un changement de méthode et vont ajuster leur risque de crédit complètement en parallèle avec la reconnaissance prise en IFRS 9 de comptes consolidés dans les comptes sociaux et vont en tirer les conséquences jusqu'au bout, quitte à prendre même certains risques fiscaux, dont d'autres ne vont pas vouloir aller vers ce chemin et vont garder à des écarts de gap entre les deux jeux de compte. Donc, vous voyez, on a eu un débat déjà dans le secteur bancaire. Et vous savez que IFRS 9 ne concerne pas forcément que le secteur bancaire. Ça peut aussi concerner les entreprises commerciales. J'insiste là-dessus si vous avez des clients qui pratiquent des IFRS. Je vous rappelle que les créances clients sont concernées par IFRS 9. Vous devez, selon IFRS 9, calculer un risque de crédit sur vos créances clients dès la reconnaissance de la créance client. On n'attend pas l'événement consistant à remarquer que le client devient défaillant. Il faut d'emblée, au moment où vous avez reconnu la créance du compte client, estimer un risque de crédit que le client ne vous paye pas. Bon. Donc, et ça se calcule. Il y a eu des modèles préconisés par IFRS 9 qui sont un peu complexes quand même pour une entreprise. Et donc, la question que nous avons eu à traiter à la commission des études comptables, c'était de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, au regard des règles françaises, les règles de reconnaissance du risque de crédit telles qu'appliquées par IFRS 9 dans les comptes consolidés peuvent-elles ou pas s'appliquer dans les comptes sociaux? Eh bien, aujourd'hui, la commission des études comptables n'a pas pu trancher positivement ou négativement compte tenu de l'incertitude des textes qui existent aujourd'hui dans le PCG. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a quand même un texte qui nous dit que pour être provisionné, il faut que la créance soit d'abord qualifiée de douteuse. Autrement dit, qu'il y ait un événement. Or, ça, c'est un concept qui n'existe pas en IFRS. Vous n'attendez pas l'événement pour comptabiliser votre risque de crédit. Vous le comptabilisez tout de suite, avant même que l'événement arrive. Donc déjà, on a un problème de concept entre attendre un événement
et ne pas l'attendre et considérer que la créance est d'emblée risquée. Et puis, deuxième débat qu'on a eu, est-ce que la valeur finalement de la créance que je reconnais à l'issue de ma vente est-elle la valeur actuelle? Autrement dit, est-elle à la bonne valeur? Est-ce qu'elle ne devrait pas d'emblée comprendre un risque de crédit, ce qui veut dire reconnaître une créance moins forte? Et là se pose un problème de chiffre d'affaires, parce que si je dois maintenant reconnaître une créance moins forte parce que j'ai un risque de crédit sur mon client, est-ce que mon chiffre d'affaires, du coup, doit être impacté ou pas par ce risque de crédit? C'est un sujet qui va être porté à l'ANC dans le cadre du travail qu'il est en train de faire sur le chiffre d'affaires, parce que je vous rappelle que l'ANC est en train de travailler sur un règlement sur le chiffre d'affaires pour savoir quelles sont les règles de reconnaissance du chiffre d'affaires. Si on va jusqu'au bout de la démarche, il faudra se poser la question de savoir si le risque de crédit doit être pris en compte ou pas dans l'évaluation du chiffre d'affaires des entreprises françaises dans leurs comptes sociaux. Donc vous voyez, des sujets quand même sur lesquels il y a eu pas mal de débats, des mois même. Je ne vous cache pas que la position du Trésor fin octobre, début novembre, a quand même un peu bouleversé la place, notamment pour nous professionnels, puisque à partir du moment où les banques vont appliquer plusieurs pratiques, ça va être compliqué de pouvoir dire si effectivement elle est bonne par rapport au voisin qui peut faire effectivement différemment sur la même notion de risque de crédit. Ça nous fragilise un petit peu en tant que professionnels dans la signature des comptes à donner, ce qui demande encore plus de vigilance de notre part. Alors, brièvement, je voulais vous donner quelques réponses de doctrine que nous avons eu à traiter. On ne va pas forcément toutes les prendre, je voulais attirer votre attention sur l'essentiel. On a beaucoup aujourd'hui de questions qui sont posées sur le chiffre d'affaires, et pour cause, vous l'avez compris, les règles françaises sur le chiffre d'affaires sont quand même assez vagues aujourd'hui. J'espère qu'elles vont devenir plus précises. On a eu toujours les mêmes problématiques posées par des confrères qui sont face à des contrats avec des composantes multiples. Je m'explique. Le cas assez simple et qui revient souvent consiste à reconnaître le chiffre d'affaires sur des contrats qui combinent à la fois une livraison de matériel et des prestations de services. L'exemple classique, c'est le téléphone avec l'abonnement. Ici, c'était l'exemple d'une entreprise qui vendait une licence avec à côté des prestations de services qui pouvaient être soit de la maintenance, soit du support. Et la question qui se posait, c'était de savoir comment comptabiliser la licence et le support. Est-ce que c'est un tout ou au contraire, ça doit être dissocié dans la reconnaissance du chiffre d'affaires? Alors, la position aujourd'hui de la compagnie qui est constante, ça a toujours été de dire il faut faire l'analyse du contrat pour voir qu'est-ce qui est principal et qu'est-ce qui est accessoire. Si la licence consiste finalement en une prestation principale, c'est-à-dire majoritaire sur le contrat, et que finalement les autres prestations de services ne sont qu'accessoires, la position de la compagnie, ça a été de dire on prend le chiffre d'affaires tout de suite pour la totalité du contrat et on estime, puisque la maintenance ou les services qui sont adossés à cette vente de licence sont accessoires, on estime les coûts qui représentent cette prestation comme étant quelque chose à produire pour demain, des services à produire pour demain et des coûts à venir pour demain. On les anticipe puisqu'on a pris tout le chiffre d'affaires au travers d'une provision pour risque et charge. Ça, c'est la position qu'on a prise de façon assez pragmatique, mais qui nécessite de faire une analyse, de savoir si effectivement la licence constitue une prestation principale ou pas. Là, donc, si c'est principal, je prends tout le chiffre d'affaires et j'estime les coûts du reste à faire au titre de mes prestations de service. Si en revanche, ce n'est pas principal, c'est-à-dire que l'ensemble, finalement, constitue une prestation indépendante, eh bien, la problématique est de reconnaître le chiffre d'affaires de façon décomposée, ou, si on n'est pas capable de le décomposer, de façon linéaire sur la totalité du contrat. Et c'est là où, encore une fois, il faut faire l'analyse pour savoir si le client est capable, avec vous, de décomposer le chiffre d'affaires en autant de composantes, ou au contraire, s'il ne l'est pas, et dans ce cas-là, aller vers une méthode plus pragmatique qui consisterait à étaler sur la durée du contrat. Tout le débat que nous avons aujourd'hui à l'ANC sur la reconnaissance du chiffre d'affaires porte là-dessus.
quels sont les critères à imposer ou pas aux entreprises pour pouvoir décortiquer ou pas leurs contrats à composantes multiples. C'est vrai que nous, notre doctrine est assez simple. D'avoir une approche accessoire principale, ça simplifie pas mal la donne. Peut-être que ça pourrait faire avancer les choses si on l'a transcrit dans un règlement à suivre. Ensuite, on a eu une question d'un confrère qui s'interrogeait sur la création d'une nouvelle marque. Vous savez qu'aujourd'hui, la création d'une nouvelle marque ne peut pas être activée. Les frais de création d'une marque en interne ne sont pas activables. Ce n'est pas un actif, c'est une charge. On considère que ça ne répond pas aux critères de reconnaissance d'un actif. Et le confrère s'était interrogé parce que la création en question était sous-traitée. Elle était faite par un sous-traitant extérieur et pour lui, finalement, cette prestation qui résultait qui était complètement externalisée, pour lui, c'était finalement comme s'il achetait une nouvelle marque à l'extérieur. Le fait de l'avoir donné à un sous-traitant à créer, dans l'esprit du confrère, c'était comme s'il avait acquis une marque provenant de l'extérieur. Et donc, selon lui, c'était quelque chose qui devait être comptabilisé à l'actif. Et on lui a répondu non. À partir du moment où ça a été sous-traité, il y a quand même eu des frais de création de nouvelles marques, que ça soit généré en interne ou sous-traité, c'était quand même des frais de création de marques nouvelles qui devaient être comptabilisés en charge. Il n'y avait donc pas de raison de les reconnaître à l'actif. Troisième réponse sur laquelle je voulais revenir et qui a fait beaucoup de bruit, vous en avez certainement entendu parler, c'était une question qui a été posée par un confrère de savoir comment estimer les engagements de retraite et notamment comment calculer les taux de rotation du personnel dans l'estimation des engagements de retraite. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats de savoir si on prend en compte les sorties au titre des licenciements, les sorties au titre des ruptures conventionnelles, les ruptures et les sorties au titre des démissions. Il y a beaucoup de débats de savoir qu'est-ce que je prends ou ce que je ne prends pas en considération. Et donc, la question a été de savoir clairement, c'est ce que nous a posé le confrère, est-ce que dans l'évaluation de mon taux de rotation, je dois prendre en compte les licenciements ou les ruptures conventionnelles dans le cadre d'un plan de restructuration ou de départ. Eh bien, la réponse que nous avons donnée, c'est de dire non, on ne peut pas prendre les indemnités, dans le taux de rotation, les sorties au titre du licenciement et des ruptures conventionnelles. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas applicable. En fait, ça a été effectivement une grosse discussion. Dans tous les cas, l'entreprise doit payer l'indemnité de départ à la retraite. Le seul cas où elle ne le payera pas, c'est le cas où le salarié a donné sa démission. Mais dans les autres cas, elle devra payer une indemnité de départ à la retraite. Donc, elle doit être provisionnée. Le problème qu'on a en France, c'est que souvent, cette indemnité de départ à la retraite s'appelle indemnité de licenciement le jour où vous licenciez le salarié. C'est ça le débat qu'il y a eu aujourd'hui, parce que le jour où vous licenciez le salarié, c'est finalement la même indemnité que vous allez lui verser que l'indemnité de départ à la retraite, puisque c'est à peu près le même montant. Et c'est pour ça qu'il y a confusion. Mais si vous retenez bien le principe de dire que le cas où vous allez verser une indemnité de départ à la retraite, il s'applique à tout le monde, sauf au salarié qui a donné sa démission. Par définition, si ça s'applique à tout le monde, sauf celui qui a donné sa démission, ça veut dire qu'il faut prendre en compte tout l'effectif, sauf celui qui est démissionnaire. Et il faut prendre donc le démissionnaire dans le taux de rotation, et seulement celui-là. Et c'est ce qu'on a affiché dans notre réponse qui a été publiée, et qui s'applique également en IFRS. Alors, je ne vous cache pas que ça fait beaucoup de bruit, parce que vous avez beaucoup d'actuaires qui prenaient en compte l'ensemble des sorties dans l'estimation du taux de rotation, les démissions, les licenciements, les ruptures conventionnelles, et effectivement, ça va venir augmenter factuellement l'engagement de l'entreprise, puisque vous prenez moins de turnover. Alors, maintenant, je ne suis pas actuaire, je sais que certains actuaires m'ont dit que ça pouvait aussi se compenser par une itération un peu plus longue du calcul des droits et donc un impact sur le taux d'actualisation, ce qui fait que, bon an, mal an, si vous prenez en compte uniquement les démissions, l'augmentation que vous pouvez avoir serait neutralisée par une augmentation du taux d'actualisation, ce qui permettrait d'avoir une variation des engagements de retraite un peu plus faible que celle escomptée de premier abord. Alors,
pour finir, je passe sur les VFA parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Les perspectives, je voulais juste attirer votre attention sur la publication récente d'un règlement sur le secteur non marchand. Vous êtes au courant, ça y est, le règlement 9901 sur les associations est sorti. Et on a donc un nouveau texte sur les fondations, associations et secteurs non marchands qui a été publié par l'ANC et qui réforme le 9901 à compter du 1er janvier 2020. Mais on peut l'appliquer de façon anticipée. Je vous invite vraiment à le regarder. Ceux qui ont des mandats ou des dossiers dans le secteur associatif, il y a eu de grosses journées organisées par les institutions, ordre et des experts comptables et puis compagnie nationale. Je vous invite à les suivre parce qu'il y a eu beaucoup de modifications. De la même manière, grosse réforme aussi sur les plans comptables professionnels puisque l'ANC a considéré que la plupart des plans comptables professionnels qui ne répondaient pas aux critères du PCG étaient purement et simplement abrogés. Est-ce que c'est un changement de méthode? Oui, c'était une très bonne question. Ça pourrait d'ailleurs avoir. En tout cas, c'est quelque chose d'assez violent, hein, de rendre caduque la totalité des plans comptables professionnels. C'est vrai qu'il y avait un peu d'abus sur certains secteurs, d'appliquer des pratiques qui ne correspondaient pas forcément au PCG. Donc aujourd'hui, caducité sur 41 plans à peu près. En revanche, 3 plans comptables professionnels restent encore, je ne sais plus dans quel secteur, les notaires, je crois. Ah, c'est les notaires, oui, c'est ça. On revient sur, ouais, notamment. Ouais. Ah oui, c'est ça. Les notaires, les huissiers, les casinos. Ouais. Les notaires, c'est normal, on est toujours gêné avec la trésorerie collectée par les notaires. Les huissiers, c'est pareil. Et puis le secteur agricole est aussi concerné. Alors, on a parlé de pacte. J'avais quelques scoops à vous annoncer. Alors, ils ne sont pas forcément de bon augure. Il faut que vous sachiez, alors je ne sais pas si vous l'avez lu dans Pacte, le gouvernement est en train d'augmenter le niveau de simplification comptable pour les entreprises en venant, alors accrochez-vous, créer une nouvelle catégorie d'entreprises. C'est quelque chose qui existait dans le dispositif européen, puisque la directive comptable avait hiérarchisé les obligations comptables entre les petites, les moyennes et les grandes. Autrement dit, faire simple pour les petites, faire compliqué pour les grandes. Et pour les moyennes, on essayait de trouver un juste milieu. Alors pourquoi je dis accrochez-vous? Parce que qu'est-ce que c'est une moyenne? Une moyenne, c'est une entreprise qui est plus grosse qu'une petite et qui est plus petite qu'une grosse. C'est juste au milieu. Autrement dit, c'est une entreprise qui fait plus de 8 millions de chiffre d'affaires, mais moins de 40 millions de chiffre d'affaires. Ou qui fait plus de 4 millions de total bilan, ou moins de 20 millions de total bilan, ou encore plus de 50 salariés et moins de 250 salariés. Pour celle-là, on est venu proposer des options de simplification qui, vous allez voir, vont avoir des impacts pour nous après-demain si la loi Pacte est votée, comme tu l'as dit tout à l'heure, en l'état le 13 mars prochain. Alors, première chose, on est venu proposer à ces entreprises une option de simplifier la présentation de leur compte de résultat. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de commencer par chiffre d'affaires, on commencerait par résultat brut d'exploitation ou quelque chose comme ça. La directive européenne permettait d'agréger un certain nombre de postes dans le compte de résultat pour simplifier la lecture des états financiers. Je ne sais pas si ça s'appelle vraiment simplifier, parce que derrière, il faudra quand même sortir la liasse fiscale telle qu'elle est. Mais enfin, sachez-le, ça existe. Moi, en pratique, je n'ai pas vu ce dispositif qui existe déjà pour les petites entreprises. Je ne l'ai pas vu rendu en pratique effectif. Deuxième option, et celle-là est beaucoup plus interloquante, je trouve, c'est la possibilité de ne rendre public qu'une présentation simplifiée des comptes annuels. Mais attention, je dis bien rendre public. L'obligation de dépôt demeure, mais vous savez que la publicité aujourd'hui était permise aux entreprises d'opter pour des raisons de confidentialité de compte de résultat, etc. Là, on est en train de permettre, c'est une option, hein, aux entreprises de ne rendre public qu'une présentation simplifiée de leurs comptes annuels sans rapport du commissaire aux comptes. C'est écrit dans le texte. Autrement dit, on est en train de permettre aux entreprises de rendre public leurs comptes,
mais sans rapport du commissaire aux comptes. Donc quand on écrit un truc pareil, on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt qu'on donne au rapport du commissaire aux comptes quand on présente une telle option aux entreprises. En gros, si vous ne le déposez plus, ça ne sert plus à rien. Bon, moi je trouve que c'est un peu excessif. Bref, c'est permis. Simplement, on n'a pas dit ce que ça voulait dire une présentation simplifiée des comptes annuels. Est-ce que c'est la version abrégée qui existe aujourd'hui ou c'est autre chose? Donc ça, on ne l'a pas dit. En revanche, ce qu'on a dit, c'est que si le commissaire aux comptes a fait une observation ou une réserve sur ses comptes, il faudra que l'entreprise fasse un avis comme quoi le commissaire aux comptes a fait une observation ou une réserve sur les comptes. Là encore, on ne sait pas quel est l'avis que ça va donner et on ne sait pas encore quelles sont les diligences que devra faire le commissaire aux comptes, parce que là, pour le coup, on dépasse les seuils légaux. Hein. Vous avez bien compris, on est au-delà des 8, 4, 50, nomination d'un commissaire aux comptes obligatoire. Et pour ces entreprises-là, on va leur demander de simplifier le dépôt des comptes, la publication des comptes, et on va leur simplifier l'avis aussi sur la remise du rapport. Donc on aura nécessairement à regarder ce point en tant que commissaire aux comptes demain. Le rapport de gestion, je n'en parle plus, puisque vous avez tous compris que ce n'est plus obligatoire pour une entreprise petite et moyenne d'avoir un rapport de gestion obligatoire, dès lors que vous êtes en dessous de 8, 4 et 50 salariés, vous n'aurez plus de rapport de gestion à publier, mais ça vous le savez déjà. En revanche, la disposition d'avoir un rapport sur le gouvernement d'entreprise s'applique pour les sociétés anonymes et les SCA. Et enfin, alors ça, c'est quelque chose qui vient des pays européens. Vous savez qu'aujourd'hui, les petites entreprises pouvaient ne pas publier leur compte de résultat. Quand une entreprise fait son dépôt des comptes, elle peut cliquer sur l'option confidentialité du compte de résultat et dans ce cas-là, le public ne voit que le bilan. Vous savez ça. Et c'est possible aux entreprises qui sont petites, qui font moins de 8 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de total bilan et 50 salariés. Demain, on va rendre cette option de confidentialité possible pour les entreprises qui font moins de 12 millions de chiffre d'affaires et 6 millions de total bilan. Ça, ce sont les seuils qu'ont retenus aujourd'hui les Allemands pour ne plus obliger les entreprises de publier leurs comptes, et les Anglais, pareil. Donc on est en train, avec ça, d'éviter des surtranspositions, entre guillemets, en facilitant la confidentialité des comptes de résultats des entreprises plus importante que celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire celle qui ferait moins de 12 millions de chiffre d'affaires et 6 millions de total bilan. Pour celle-là, on leur permettrait de rendre confidentiel le compte de résultat dans leur publication. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez, une actualité quand même assez chargée avec des enjeux forts sur les années qui viennent. Donc, je vous invite à suivre un petit peu ça de près. Je pense qu'au niveau de l'institution, il est clair qu'on fera des communications détaillées, si besoin en était, sur ces sujets de communication et d'information financière.